On va encore avoir une occasion de trinquer ce soir puisque c'est l'anniversaire, en tout cas c'est le mois-versaire de la Goutte Podcast. Et oui, ça fait déjà un mois que le podcast a été diffusé et je vous remercie pour vos écoutes et votre soutien. Alors pour cette occasion et pour ceux qui n'ont pas le time, on a fait un best-of des 4 premières émissions. On va retrouver donc nos 4 premiers invités. Yana Delière, présidente des sommeliers de Suisse romande, va nous représenter une nouvelle fois le métier de sommelier. Elle va aussi répondre à un quiz sur les idées reçues concernant bien sûr le monde du vin. David Berthet sera aussi notre invité, notre caviste préféré au cellier Movenpick à Crissier, qui lui va nous présenter une sélection de vins qu'on peut mettre en cave sans se ruiner. Et pour ça, on va faire un petit tour du monde. Voilà, c'est des vins internationaux. On a du suisse, bien sûr, du français, de l'espagnol, de l'italien, du californien. Bon, c'était avant une certaine époque qu'on a enregistré cette interview. On va parler bien sûr du vin sans alcool, c'est le sujet du moment et je resalue une nouvelle fois Marc Vicari qui s'est lancé dans une aventure incroyable. À mon avis, non sans émotion. C'est donc la promotion du vin sans alcool. Il produit son vin qui s'appelle La Vigneronne, que je vous invite à découvrir. Et pour lui, le secret d'un vin désalcoolisé qui marche, c'est un vin de bonne qualité. Enfin, vous allez aussi découvrir des extraits de Emmanuel Hugues, vigneron en caveur à Grandvaux. Emmanuel Hugues nous parle de son métier de vigneron et c'est passionnant. Voilà, je vous invite à regarder ce best-of ou en tout cas à l'écouter. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Spotify ou encore nous voir en images sur YouTube. À chaque fois, il suffit de rentrer La Goutte Podcast. N'oubliez pas de rajouter ça. Sinon, vous allez en savoir plus sur la maladie de la goutte et c'est pas ce que je vous souhaite. Bon, merci à tous d'être à l'écoute du podcast. Je vous rappelle que vos écoutes sont le seul moyen pour nous de continuer à travailler sur ce podcast qui promet de découvrir le monde du vin pour tous, c'est-à-dire que vous soyez un amateur, un curieux ou un professionnel. Je suis sûre que ce podcast vous correspond et n'hésitez pas à me faire un retour sur cette idée de best-of. Puis je vous rappelle, La Goutte, c'est le podcast qui, comme le vin, se partage, sauf que là, c'est vraiment sans modération. C'est l'heure de La Goutte Podcast. Bonsoir et bienvenue dans La Goutte, le podcast qui, comme le vin, se partage. On va rencontrer Marc Vicari. Marc Vicari, c'est une figure du vin en Suisse romande. Après des soucis de santé, il effectue un virage à 360 pour proposer du vin désalcoolisé et pour créer un centre de désalcoolisation du vin en Suisse. Un sujet qui promet d'être très intéressant et que je vous propose d'écouter tout de suite. J'ai eu une période, c'était pas si longtemps que ça, maintenant ça fait 2 ans, qui tout d'un coup on m'a dit: «Ben, peut-être qu'il faudrait peut-être arrêter de boire de l'alcool pendant quelque temps» parce que j'étais malade justement et donc mon médecin m'a dit: «Écoute, pendant Il faut faire une pendant un mois, fais une pause, bois pas d'alcool» et je suis revenu après un mois, j'ai fait des analyses, il m'a dit: «Écoute, il faudra peut-être continuer» et j'ai fait ça pendant 4 mois. C'est un virage là que tu vas faire complètement fou parce que quand on travaille dans le vin, on s'imagine pas un jour promouvoir quelque chose. Enfin, finalement, c'est toujours le vin, bien sûr, c'est justement ce que tu vas nous dire, je pense. Mais c'est quand même aller à l'encontre de ce que tu faisais depuis toujours, quoi, de désalcooliser le vin. Alors justement, ben, là, ça m'a éveillé justement sur, une réalité, c'est justement le vin sans alcool. Alors j'en ai pas réellement goûté pendant cette période-là, mais par contre je m'y suis intéressé. Comment faire? Et c'est là que tout le processus est venu en marche et j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis surtout aperçu qu'en Suisse, on n'était pas vraiment là-dedans. En France, ça se passait beaucoup, on en parle beaucoup en France, toujours maintenant d'ailleurs, en Allemagne et là je m'y suis intéressé et après je me suis aperçu, surtout en goûtant, qu'il y avait vraiment des choses mauvaises, il faut le dire. Ah oui, 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 je suis d'accord. Mais après, comme dans le vin conventionnel, on trouve des bons et mauvais vins. C'est pour ça que peut-être certaines personnes ont eu des mauvaises expériences avec du vin sans alcool. La même chose, quand on a une mauvaise expérience avec du vin, il ne faut pas croire que tous les vins sont comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être assez ouvert. Et le vin sans alcool, ben, du coup, par dégustation, je suis arrivé vraiment sur des vins que je trouvais vraiment, on va dire, utiles. J'aime bien utiliser ce terme-là. Ça veut dire qu'ils sont certes désalcoolisés, donc il manque quelque chose, l'alcool, mais par contre, ils répondent à une utilité, c'est l'expérience vin. Et l'expérience vin, ben, c'est quand tu as l'occasion justement de sentir un aromatique, d'avoir une attaque en bouche, d'avoir une bouche qui se remplit avec des arômes, et une arrière-bouche, puis tu as une expérience réussie. Et là, j'ai réussi à trouver des vins qui répondaient à ça. On en trouve maintenant de plus en plus, heureusement, parce qu'il faut les bons moyens pour désalcooliser. Justement ça, on va rentrer dans le détail de comment on désalcoolise un vin sans justement l'abîmer. C'est vrai qu'on a tendance à se dire si on enlève l'alcool, bah,
on va enlever les arômes, on va enlever le goût du vin, on va enlever son identité. Et justement, je pense que c'est ce que tu veux prouver, on peut ne pas l'abîmer, ce vin. Comment vous faites pour désalcooliser le vin? Alors, il y a plusieurs systèmes. Alors, on peut simplement distiller le vin avec un alambic traditionnel. Donc là, ça veut dire à 80 degrés. C'est facile à comprendre qu'il ne reste pas grand-chose. Et là, c'est le principe de la distillation à froid. Ça veut dire que par des pompes sous vide, on arrive à descendre le taux d'ébullition de l'alcool, ce qui fait que l'alcool, au lieu de s'évaporer à 80 degrés, il va s'évaporer à moins de 40 degrés. Donc ça permet comme ça de ne pas faire du vin cuire, Hervé? de préserver les arômes et d'avoir après, pas aussi au niveau des récupérations d'arômes, donc c'est-à-dire qu'on peut récupérer encore les arômes par la suite et on les réintègre pour avoir justement l'expérience vin. Et là, on retravaille le vin pour avoir rééquilibrage et on arrive à une expérience que je trouve intéressante. Je veux dire, à midi, si tu manges quelque chose sur le pouce, tu vas pas prendre le temps de boire un verre, mais tu t'arrêtes dans des bons établissements comme j'encourage toute personne à venir dans nos restaurants ici, vous verrez qu'on mange très très bien. Tu prends un bon menu à midi, mais après, si tu accompagnes ça avec de l'eau, je veux dire, ça casse un peu quelque chose pour ceux qui aiment, qui ont l'habitude du vin, hein. Et je veux dire, tu accompagnes avec un bon vin sans alcool, tu passeras que ça fait vraiment le job. Chacun, je pense, peut trouver sa raison de boire du vin sans alcool. En tout cas, j'encourage à avoir la curiosité d'en découvrir. Et si jamais vous en dégustez un mauvais, ben, dites-vous qu'il y en a peut-être meilleur. Et je suis content parce que j'ai été encore récemment échangé avec quelqu'un. Il m'a pris exactement le même exemple que je donne. Il y a 50 ans en arrière, on se posait la question, est-ce qu'on va faire du rosé? Il faut savoir que nous, qui sommes du vin au départ, quand tu fais du vin, ben, on aime bien faire un vin blanc. Vin blanc, il faut savoir que c'est pas évident à faire, hein. Alors, nous, en Suisse, je pense qu'on est même les champions du monde. Quand tu sais faire un bon chasselas, crois-moi, tu sais faire du vin, c'est comme quand tu vas naviguer sur le lac Léman, hein, je veux dire, ça demande pas mal de précision. Les rouges, ben, c'est clair, c'est une bonne matière première, tu peux faire un bon vin. Mais un rosé, ben, pourquoi déjà faire un rosé? Ça, c'était une question qu'on se posait déjà avant. Puis un rosé, c'est compliqué à faire un bon rosé, parce que c'est technique. Eh ben, clairement, ces questions qu'on se posait il y a 50 ans, est-ce qu'il faut faire du rosé? Ben oui, il faut faire du rosé. Pourquoi? Une évidence maintenant. Parce que c'est des boissons qui se vendent. Et pourquoi ça se vend? C'est intéressant d'analyser. Pourquoi maintenant, actuellement, le rosé et le mousseux se vendent? Parce que c'est des boissons désacralisées. C'est pas des boissons dans lesquelles on a. Alors, je me suis fait attraper récemment parce que j'ai dit que c'est à cause du terroir et que je voulais enlever le terroir. Non, c'est pas ça. C'est que à force de trop user du terroir, on a, on a enlevé justement l'essence même du terroir qu'on voulait communiquer. On a trop usé. Sacralisé. Voilà. Et cette désacralisation permet simplement de réduire au niveau du vin qu'il était il y a 60 ans en arrière. 60 ans en arrière, ça ne posait pas de problème de boire du vin à 9 h le matin. Après, les temps changent, tant mieux, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois que ça va quand même dans le bon sens. Oui, quand même. Mais il y a 60 ans en arrière, je veux dire, le vin était vu comme une boisson. Maintenant, on en a fait justement un vin dans la communication un peu plus élitiste. On a parlé justement de cette notion de terroir, on parle de storytelling, on est en train de faire quelque chose. Mais en fin de compte, maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est juste une boisson, passer un bon moment et pas forcément se sentir exclu même pour ceux qui n'ont pas forcément accès à la connaissance. Et le rosé, pour ça, est assez simple. C'est le rosé, on ne lui demande pas d'être de tel ou tel terroir. C'est normalement une marque et c'est un engagement d'un producteur au niveau de la qualité dans lequel on a confiance, puis bien sûr, tout un design. Tu touches quelque chose qui est très important dans la vision justement du podcast de La Goutte, c'est que le vin, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas une élite, c'est pas un langage trop technique, c'est aussi spontané. Le vin, c'est un moment, ça existe depuis la nuit des temps. Ça fait 10 000 ans que le vin, il est fait par l'homme et il ne faut pas en faire quelque chose d'intouchable pour la jeune génération, par exemple, qui a tendance à un peu se désintéresser de l'alcool en général, mais surtout du vin. Parce que c'est quelque chose peut-être de trop pompeux, d'inabordable. Et je trouve que tu touches du doigt un vrai sujet. Le vin, c'est avant tout un moment de partage. Justement, je pense que là-dedans, la jeune génération peut être un atout énorme pour le sans-alcool, pour l'avenir du sans-alcool, pour le vin, parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément envie de boire de l'alcool. Ce que tu dis, bien sûr, est très juste par rapport à ces nouvelles générations. Donc, et je pense que pour revenir aussi peut-être aux réfractaires, je pense au niveau de la production, il faut voir aussi le vin sans alcool comme un accès au vin. Ça veut dire que les nouvelles générations qui, heureusement, ben moi, je suis papa justement de 3 filles, et je vois que aussi parrain de garçons, on va dire ça comme ça, et ils ont un rapport avec l'alcool qui n'est pas le même que j'avais à leur âge. Même pas du tout, on va dire ça comme ça, et tant mieux, hein, parce qu'on a tous péché aussi. Et là, c'est vrai que rien que le fait d'avoir un permis de conduire, pendant 3 ans, tu ne conduis pas.
Et ça responsabilise beaucoup, hein. Et donc ce rapport avec l'alcool, il est différent. Il va dans le bon sens, certes, mais on a tendance à peut-être trop stigmatiser l'alcool et à être effrayé. Et on se dit: «Ouais, le vin, c'est de l'alcool». Mais c'est pas de l'alcool, le vin, comme je disais avant. Donc c'est vrai que le vin sans alcool permet aussi un accès au vin, traditionnel. Ça veut dire que D'avoir le plaisir de la bouteille, mais pouvoir, conduire, tu vois? les nouvelles générations qui, peut-être par le biais du vin sans alcool, seront moins effrayées d'aller là-dedans, déjà parce que c'est désacralisé, puis il y a pas d'alcool, ben, va leur montrer ce que c'est le vin et qui est différent des autres boissons. C'est l'expérience. Et crois-moi, quand tu commences à envisager cette expérience et que tu peux tout doucement aller dans cette connaissance, ben, peut-être que ça va amener après à s'intéresser à une curiosité à d'autres vins qui, là, n'ont pas forcément pas d'alcool. Et c'est là qu'il faut voir un intérêt. Et ça reste une valorisation viticole. Quand je vois justement au niveau des producteurs qui, comme je disais avant, qui sont réfractaires, il faut voir que la concurrence, elle n'est pas entre les vins sans alcool et alcool, elle est justement dans toutes les autres boissons. Là, je reviens de Paris, et tant mieux, il y a pas mal de projets qui vont dans ce sens-là, mais on me fait goûter des vins, mais ce n'est pas des vins. C'est des boissons avec des infusions. Il y a pas de raisin dedans. C'est des boissons qui n'ont pas les mêmes contraintes. Il faut savoir que pour faire du vin, c'est jusqu'à preuve du contraire, il faut attendre toute l'année. Enfin, ça commence avec la taille et ça finit avec les vendanges. Et on a bien sûr toutes ces dépendances qu'on a avec climatiques, que ce soit aussi que les maladies et tout, alors que quand tu fais des infusions, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas les mêmes coûts de production. Et là, il faut savoir que ces boissons qui sont maintenant en train de se faire, ils utilisent les mêmes codes que le vin. C'est des bouteilles, c'est une étiquette, c'est une marque. Derrière, quand tu lis, bah, tu t'aperçois que c'est pas du vin. Mais qui c'est qui va lire la contre-étiquette? Puis moi, on m'a offert des bouteilles, on me dit, tiens, c'est du vin désalcoolisé. Et je lis, non, il n'y a pas de vin dedans, il n'y a pas de raisin. Et c'est ça C'est qu'il une faut. reconstitution, Voilà, c'est un semblant de. c'est un semblant. Et souvent même, c'est des constitutions aromatiques. Là, je parlais avant de vins désalcoolisés aromatisés, mais là, on est vraiment dans des constitutions de boissons dans lesquelles on utilise des codes vins. Alors, pourquoi ce ne serait pas la valorisation viticole dans laquelle on veut faire du vin sans alcool qui devrait prendre cette place, laisser la place à des boissons qui n'ont pas réellement leur place là-dedans? C'est très juste. Alors, Autant que les vignerons profitent, de cette brèche pour, s'imposer et puis, faire connaître leur vin autrement. voilà, puis c'est l'occasion aussi il faut savoir que moi j'ai la chance de démarrer un projet qui démarre de 0, donc c'est-à-dire ma cave, la vigneronne, ben, je peux créer mon univers, mais quand tu démarres d'un vigneron qui lui a tout son ADN, ben, c'est clair qu'il faut plugger ça là-dedans, mais ça les permet d'avoir une petite brèche pour aller justement dans cette boisson désacralisée, un peu plus détendue, d'aller acquérir une nouvelle clientèle, et ça je trouve ça intéressant à faire aussi, à accompagner. Et dans les vignerons suisses autour de toi, tu en connais qui sont partants, qui sont, au contraire, qui sont totalement, OK? Gens des récalcitrants, je n'en ai pas trouvé beaucoup, tout honnêtement, hein. C'est super. Donc, ou en tout cas, ils m'ont pas vraiment fait savoir, Ils ont pas osé. Il est vigneron, il se trouve à Grandvaux. C'est la cave Hugues, si vous cherchez sur internet. Bonjour Emmanuel, Salut, merci beaucoup de me recevoir chez toi. de rien, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu produis comme vin? Alors nous, principalement du chasselas, hein, c'est sûr. On a grosso modo 60% de blanc, chasselas principalement, sauvignon blanc, chardonnay, un petit peu de sylvaner, puis quelques petites spécialités encore anecdotiques en blanc. Et puis à côté de ça, on fait beaucoup de rouge, on a 40% de rouge, nous, on fait principalement du pinot aussi, Port Robert, on fait énormément de Port Robert. Et puis à côté de ça, on a des nouveaux cépages, Gamaret, Gara Noir, Galota, et on va sortir le petit dernier fin d'année qui est actuellement en train d'élever gentiment au barrique, c'est de l'Ibico en fait. C'est des nouveaux cépages résistants un peu aux maladies. Et est-ce que tu fais du mousseux ou pas du tout? Alors oui, bien sûr, on s'y est aussi mis à faire du mousseux un peu comme tout le monde. Nous, on fait un mousseux à base de chardonnay, mais qui a un mousseux, on dira, c'est pas une méthode traditionnelle, c'est un mousseux gazéifié en fait. On cherchait un vin accessible un peu pour tout le monde, et puis plutôt sur le fruit, la fraîcheur, voilà. Quelqu'un qui vient chez toi, et cetera, à qui tu veux vraiment faire, découvrir ton vin, c'est lequel que tu vas faire goûter en premier? Bon, alors nous, on travaille vraiment là-haut, on a vraiment un climat, on me dira climat, il est un peu le même partout, mais quand même, on a un climat, surtout les terroirs, qui sont vraiment très différents d'un lieu à l'autre. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus, au fait. Donc, principalement, on commence avec nos chasselas pour la dégustation. On a 3 chasselas différents, de 3 terroirs différents, pour montrer un peu la différence des terroirs. Et puis après, ben, on part sur des spécialités blanches qui, à mon avis, représentent, pour les terroirs, c'est peut-être un petit peu moins, des fois, flagrant de trouver une grande différence. Dit que les chasselas, quand même, on trouve des bonnes différences, ouais. C'est quoi la particularité du chef-là? Alors, ça reste un vin, quoi que les gens disent des fois: «Ouais, c'est acide, ça me donne des crampes», tout ça et tout. Non, le chasselas est un cépage qui a peu d'acidité réellement,
C'est vraiment un cépage qu'on est on est vraiment sur le fruit, le terroir. On peut avoir des chasses un petit peu plus, on dira peut-être moins dans la finesse, dans le terroir un peu plus lourd, comme ça, mais qui ont vraiment des volumes au bouche très puissants. Et à côté de ça, on peut avoir des chasses là, mais des terres peut-être un petit peu plus légères et tout, qui sont vraiment sur le fruit, la fraîcheur, même presque exotique des fois un petit peu. C'est vraiment des vins très très fins, quoi, en général. Alors, le chasselas, il est produit ici dans une région, qui est particulièrement, belle, à couper le souffle, mais aussi difficile que belle pour le travail, je suppose. Tu nous présentes un peu ces conditions de travail qui sont particulières dans le Lavaux? Alors nous, c'est vrai qu'on a une partie du domaine est assez un petit peu mécanisable, mais on reste la petite mécanique, hein, c'est-à-dire des petites machines à chenilles, des trucs comme ça. Et puis après, la partie du domaine, que ce soit bah, le domaine qu'on fait pour l'État de Vaud, typiquement, c'est vraiment des terrains très très en pente. On est à plus de 40% de pente suivant où. Donc là, c'est tout à dos d'homme, un peu plus ou moins. Pour les traitements, ben, on fait une partie, nous, à dos. Après, on a de la chance d'avoir un petit peu l'hélicoptère en saison, qui lui traite exclusivement en biologique, hein. Donc on a une partie, on travaille avec ça. Et puis l'autre domaine, on travaille tout, nous, au sol, carrément, où là, on a aussi quelques petites machines pour pouvoir traiter. Et le travail de la feuille se fait tout à la main. Alors c'est clair que là, on fait nous le maximum nous-mêmes. Et puis une grosse période c'est-à-dire au mois de juin, quand on appelle les effeuilles, hein, quand on nettoie un peu la partie de la grappe. Là, on a du personnel qui vient en plus, 7-8 personnes pour nous donner un coup de main. Quoi, des volontaires? Non, ça, on a un peu plus de peine à trouver maintenant. On en trouve de temps en temps, des personnes viennent une journée, tout ça. Non, c'est comme des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent pour une dizaine de jours. Aux plus jeunes peut-être qui nous écoutent, qui savent pas du tout comment on fait du vin, est-ce que tu pourrais nous dire les grandes lignes pour fabriquer le vin? Ben, déjà, pour nous, l'abondance, c'est notre Noël à nous, on dit, mais hein, c'est que la récolte, l'année s'est bien passée, ben voilà, on a cette récolte qui arrive à la cave, où nous, on travaille aussi beaucoup avec la famille, les amis et tout ça. C'est une vendange par an? Une vendange par an, voilà, ouais, tout à fait. Toujours fin septembre, début octobre en général, hein. Il y a eu des années plus précoces, des années plus tardives. Et puis après, en fait, ce raisin, pour les blancs, ils arrivent en cave, comme ça, les raisins blancs. Nous, on les passe dans une machine qui va écraser la grappe de raisin et qui va l'amener directement au pressoir. On travaille avec des pressoirs pneumatiques, hein, où on a on ne presse pas trop fort, justement, le raisin. Et après, cette partie du jus qui coule, elle part en cuve, au fait. On part dans les cuves. Et après, on attend entre 12, 24, 36 heures, ça dépend un peu les systèmes de ce qu'on appelle le débourbage. Le débourbage, le but, c'est de séparer la partie épaisse qui est un peu plus épaisse avec la partie un peu plus liquide, claire, au fait. Donc ça, c'est l'opération de débourbage. Et ça, une fois que cette opération est finie, on va soutirer le jus de raisin clair, au fait. Et puis, on va éliminer la partie, on dirait un petit peu plus solide, un peu plus trouble, comme ça, qui, elle, soit va être filtrée ou bien alors éliminée. C'est le fameux mou qu'on obtient? Voilà, là, on a du mou de raisin. On va s'amuser à le retroubler, au fait. On va le mettre dans une cuve à côté. Il est déjà alcoolisé ou pas encore? Pas du tout. Pas encore. Là, on est vraiment dans pur jus de raisin, sans alcool. Et après, pour avoir l'alcool, au fait, nous, on utilise des levures sélectionnées, hein, qu'on trouve sur le marché. Et puis, on va mettre ces levures dans le jus de raisin, en fait. Et puis, on va mettre les jus de raisin dans une température de 18-21 degrés, plus ou moins. Ils sont à cette température-là un petit peu, c'est le but. Et puis, au fait, cette levure, elle va commencer à travailler. Puis, cette levure, le but, c'est qu'elle nous transforme les sucres du jus de raisin en alcool, au fait. Et ça, c'est la première fermentation, ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Et ça va durer, ça peut durer 5, 6, 7, 8, 10 jours, voire plus. Le but, on les tient un petit peu en température un peu plus basse, pour justement que ça travaille un peu plus doucement, pour extraire le maximum d'arômes et de volume de gras dans le vin, en fait. Et après cette opération, donc le vin, là, on peut parler de vin, parce que ça, c'est déjà du vin. Il y a l'option de faire une deuxième fermentation ou pas. Alors, il arrive maintenant de certains gros millésimes chauds, tout ça, on décide d'arrêter le vin à ce moment-là, et puis on va le mettre au froid, le refroidir, pour faire la précipitation tartrique dans le vin aussi après. Ou la deuxième option, c'est on va essayer de les réchauffer de nouveau à 18-21 degrés pour faire la deuxième fermentation. Puis là, c'est la fermentation malolactique, au fait. C'est la transformation de l'acide malique en acide lactique sous l'effet de bactéries. Et là, après, on a des vins qu'on fait beaucoup chez nous. Souvent avec le chasse-là, on fait ça. Pour avoir des vins, on baisse l'acidité au fait dans le vin. Ça donne des vins un petit peu plus ronds, un petit peu plus, on dira, digestes. Si on garde l'acide malique, sans faire la deuxième fermentation, c'est une acidité un petit peu plus pointue, comme ça, on a peut-être un petit peu plus de fraîcheur dans les vins. Ça, c'est un choix après personnel. Et le chasselas, c'est un vin qu'on peut laisser vieillir? Tout à fait, c'est magnifique. Oui, on a des chasses-là qui sont incroyables. Souvent, on dit c'est le petit vin d'apéro, tout ça, pour la fondue raclette. Bon, ça, on peut pas. Oui, en effet, mais alors, je vous promets que vous buvez des vieux millésimes, que ce soit à fermeture à vis ou à bouchon,
qui ont 10, 15, 20 ans, c'est exceptionnel. Vous prenez ça avec un vieux gruyère, un petit peu salé, tout ça et tout, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Je te propose que tu nous montres ta cave, sans parler. Et puis après, on va voir ton bureau quand même. On va voir le bureau quand même après. Hein. Ça peut être sympa. Ça peut être Allez, sympa c'est ça. parti. Allez. Alors voilà, bienvenue dans notre cave ici. Hein. Wow. Cave très moderne, tout en inox. Où là, vraiment, comme j'expliquais avant, au niveau des fermentations, c'est le top parce qu'on peut vraiment régler les températures comme on veut. Un petit peu plus froid, un petit peu plus chaud, tout ça et tout. C'est ici que tu fabriques tous les vins? Voilà, tout vient là. À part les barriques, c'était où on était avant en fait. Hein. Ok. Et ici, tout est là. Et la semaine prochaine, c'est le gros boulot qu'on va faire, on va faire pré-filtrer les vins en fait. D'accord. On va passer les vins dans un filtre qui est à côté, je peux vous le montrer après, où il va être filtré sur des plaques en fait. Et puis on va le sortir clair au fait, ce sera tout clair après. Prêt pour les mises en bouteille. Voilà. Et pendant les vendanges, parfois on sent une odeur très très forte. Qu'est-ce que c'est les fermentations justement, ouais. C'est la fermentation. C'est la première fermentation quand les sucres se transforment en alcool. Ça, c'est très tumultueux, ça monte en température. C'est pour ça qu'on essaie de faire attention de ne pas les laisser monter trop en température. Ça dégage beaucoup de gaz, au fait. Puis ça sent vraiment fort, les gaz. Ah, ça sent mauvais, hein? Ça sent fort, on dira, ouais. En général, ça doit sentir bon. Si ça tombe mauvais, c'est pas bon signe. Ouais, normalement, ça doit sentir bon. Ouais. Ça doit sentir bon, normalement? Ouais. D'accord. Complètement fait là-bas. Là. Justement, je te parlais du filtre, justement. Ouais. Où, bah voilà, ça, c'est notre filtre où là, on va passer les vins là-dedans, en fait. On met des plaques là entre deux, en cellulose, où le vin va passer à travers et puis ça va retenir toutes les grosses particules. Et après, il sort clair. Puis là, on a toute une petite cave pour nos petites spécialités, ou bien tes petits essais dont tu parles. Nos petits essais, puis aussi les fonds les restes de cuve. Bien sûr que les litrages ne jouent pas forcément toujours pile poil. Donc ça nous permet d'avoir ça dans ce qu'on appelle des petits chapeaux flottants. En fait. On va voir ton bureau? Alors, on peut aller voir le bureau. C'est parti. Ton bureau. Ici, voilà, mon bureau est là. Tout à fait. Donc là, tu vois, cette parcelle-là a été taillée déjà. Oui. On voit. Maintenant, tu vois les sarments au milieu, qu'on appelle les sarments de vigne. Hein. D'accord, ça sert à quoi? Ça, on va passer qu'une machine, en fait, pour les broyer, en fait. Puis ça va nous amener de la matière organique. D'accord. Après, pour la vigne. Puis là, on voit qu'on a déjà ce qu'on appelle le palissage. C'est-à-dire que cette branche-là, si tu veux, qui était en bois de l'année passée, oui. Eh bien, on a gardé un bois ici, qu'on a ce qu'on appelle palissé autour du fil de fer, en fait. Et c'est là, on voit les yeux, ici, tu vois, qui vont éclore au printemps. On aura les nouvelles pousses de l'année, en fait. D'accord. Donc, c'est ça qui va donner des grappes après? Voilà, après, si tu veux, on voit bien les bourgeons, ce qu'on appelle ici. Oui. Ben là, une partie verte va sortir après. Puis après, cette partie verte, on va la palisser entre les fils jusque là en haut. Puis il y aura les grappes, au fait, dessus. C'est vrai qu'on n'a pas tous un bureau comme ça. Non, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Donc, on peut se permettre d'apprécier un petit instant cette vue. Mais c'est vrai que c'est bien en pente. Donc, quand tu bosses, ça doit être... C'est pas mal. Donc, on a toute cette partie-là. Donc, c'est la zone... ce qu'on appelle Villette, ici l'appellation Villette, une partie. Et puis après, si tu vois un petit peu plus loin là-bas, on voit la partie, ce qu'on appelle le Désalec à la main, tout ça. Là, c'est les plus grosses, les plus fortes pentes de la région, si on veut. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, surtout, je pense que ce qu'on souhaite, c'est de faire un beau millésime 24, qu'on va commercialiser en 25, qui est prometteur. J'aimerais que tu nous présentes le métier de sommelier. Oui, c'est vrai que c'est, comme tu le disais en introduction, des fois un peu difficile de le définir. Moi, j'ai une image, je pense, qui est assez claire, parce qu'on m'a posé déjà plein de fois la question. C'est dans un restaurant, quand on va manger au restaurant, on a tout ce qui est nourriture qui est préparé par le chef de cuisine. Et ben, le sommelier, c'est un peu le pendant pour les boissons en salle. Donc, il va être responsable de tout ce qui va être accompagnement liquide, qui va accompagner les repas. Donc, on a le vin. C'est clair que dans notre culture, surtout, c'est un pan extrêmement important de la gastronomie, mais on a aussi toutes les autres boissons qui gravitent dans ce métier. Voilà, je pense au cidre, je pense au saké, je pense aussi aux boissons chaudes, les cafés, les thés. Donc ça fait partie aussi de l'univers des sommeliers aujourd'hui qui sont aussi à connaître, à découvrir. C'est ça que les gens ne savent pas vraiment, je pense, le café, où on ne sait pas vraiment qu'un sommelier s'y connaît. En fait, c'est son métier. Oui, ça fait partie, en tout cas, des attentes qu'on peut avoir d'un sommelier de connaître ces boissons. Je mets un petit peu de retenue parce qu'il y a beaucoup de sommeliers qui restent encore très axés sur le vin. Mais petit à petit, on voit apparaître sur les cartes des vins, en parallèle, d'autres boissons. Je pense aussi à la bière, que je n'ai pas mentionné, mais voilà, on a aussi toutes ces boissons qui peuvent trouver leur place dans la gastronomie et dont le sommelier peut être amené à connaître et à vendre du coup à ses clients. Donc ça, c'est peut-être une grande partie du métier de sommelier. Après, il y a
Il peut y avoir d'autres choses. C'est ça, il travaille pas forcément en restaurant, un sommelier, il peut être ailleurs. Exact, oui. On a aujourd'hui une sommellerie qui est un petit peu différente de celle qu'il pouvait y avoir il y a une quinzaine d'années, et même je dirais une dizaine d'années. On a un sommelier, aujourd'hui c'est la personne qui va vendre le vin, qui va être capable de le conseiller aussi auprès des clients. Donc la clientèle, on la retrouve aussi dans les magasins, chez les cavistes. Donc un sommelier va aussi avoir sa place clairement dans ce domaine-là. Et puis aujourd'hui, on voit des gens qui ont des diplômes de sommellerie qui vont aussi exercer dans le journalisme, des journalistes un peu spécialisés, des magazines, voilà, des revues spécifiques sur le vin ou sur d'autres boissons encore, où là aussi le papier de sommellerie peut apporter vraiment une plus-value. Je le dis souvent, mais c'est l'économie, la bonne santé d'un établissement, d'un restaurant repose beaucoup sur la vente des boissons, Bien sûr. donc sur les épaules du sommelier. Et c'est aussi un aspect du métier qu'on oublie, mais qui est très important. Parce que le sommelier, par exemple, il a un budget donné par son patron pour constituer une cave. Oui, c'est directement des budgets de l'investissement pur. Hein. On doit acheter les vins, les garder avant de les vendre ou pas, ou de les vendre directement. Mais il y a toujours un moment de stockage qui peut être plus ou moins long, plus ou moins important. Donc une trésorerie qui est en attente en fait. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'immobiliser de l'argent. Donc il faut vraiment que le sommelier soit performant pour aussi pas que ses bouteilles soient perdues. Bien sûr. Donc, quand il achète des vins, il faut vraiment qu'il les achète dans le but de les vendre. Donc il doit déjà savoir que ça va être vendu d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui peut expliquer qu'on retrouve souvent les mêmes vins. Peut-être que les gens prennent pas trop de risques. Pour un rosé, on retrouvera souvent un Provence. Oui, il y a des valeurs sûres, des choses que la cliente... en fait, il faut connaître sa clientèle. En tant que sommelier, il faut aussi avoir la casquette du profiler. Oui, du sociologue. En quelques secondes, on doit tout de suite capter l'ambiance, pourquoi les gens sont là, c'est festif, c'est pas festif. Est-ce que le vin, c'est important ou pas? Est-ce que le client est plutôt dans des références classiques ou est-ce qu'il veut être surpris? Et la même personne ne va pas avoir les mêmes attentes selon le moment où il vient au restaurant. Donc, il faut vraiment s'adapter en permanence à la personne qu'on a en face de soi. Avoir aussi quelques vins comme ça, un peu surprise, ça peut être intéressant pour le sommelier pour créer aussi un lien avec sa clientèle. Bien sûr. Mais il faut un juste équilibre. Il ne faut pas acheter les vins en se disant j'aime ça. C'est plutôt on achète parce que la clientèle va aimer ça. Alors, je voulais faire un petit truc avec toi. Pour le coup, là, je prends les fiches. Un petit jeu sur les idées reçues. Ce que j'aimerais, c'est que tu me dises si c'est vrai ou faux. Il y a une idée reçue qu'on entend souvent, c'est qu'un vin cher, il est forcément meilleur. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, vraiment pas. Il y a une partie spéculation dans le monde du vin qui est extrêmement importante. Et les vins qui sont extrêmement chers, pour une bonne partie du pourcentage du prix, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Donc des raretés absolues qui sont demandées aux quatre coins du monde, forcément le prix va exploser. Bien sûr. Mais c'est pas pour autant que ce sera un vin qui sera meilleur qu'un autre vin qui sera des fois 100 fois moins cher. D'accord. Donc il y a, c'est vrai, des très grands vins qui sont très chers, bien sûr, on est d'accord, mais on a aussi des très grands vins qui sont pas assez chers. Et c'est le cas pour les vins suisses. Enfin, c'est mon avis. Il y a vraiment des vins de très grande qualité en Suisse. On a une rareté aussi dans les vins suisses. Et pour beaucoup, ils sont pas assez chers. Je pense souvent à l'exemple de la Syrah. C'est un cépage qu'on connaît, qui est très connu dans la vallée du Rhône. Donc en France, on va avoir notamment ces côtes rôties, où aujourd'hui, on ne peut pas avoir une côte rôtie en dessous de 80 €, grosso modo. Ça peut monter bien sûr au-delà. Si on vient en Valais, on a des terroirs à Syrah qui sont extraordinaires. On a des Syrahs qui sont stratosphériques, vraiment en termes de qualité, et qui vont être autour des 30 francs. Et là, il n'y a rien d'autre à dire. Mais je trouve ça super intéressant que tu le dises parce que il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur le vin suisse et j'ai été épatée de voir le nombre de messages de Suisses dans les commentaires qui disaient le vin suisse, il est pas bon et il est cher. Et j'ai trouvé ça super dur, quoi. Oui. Ouais. Donc, je trouve ça super intéressant. Parce que non, le vin suisse, il n'y a pas de mauvais vin suisse, vraiment. Il y a... Alors, l'entrée de gamme, on oublie en Suisse, c'est clair. Les vins qui sont en dessous de 15 francs, voilà, on ne peut pas rivaliser avec les pays voisins, l'Italie, la France. On va forcément avoir des meilleurs rapports qualité-prix dans cette gamme de prix-là. Par contre, passer les 20-30 francs, là, on rentre dans le haut de gamme et on a les vins haut de gamme les moins chers du monde en Suisse. Et ça, c'est incroyable. Tout amateur de vin qu'on est, on tend vers ces produits-là. Et aujourd'hui, les vins suisses sont extrêmement accessibles par rapport à des vins haut de gamme dans d'autres pays. Voilà, avec l'exemple de la région de la Côte-Rôtie avec la Syrah, c'est très parlant. Vraiment, les niveaux sont similaires, voire parfois on Valais, ils n'ont pas à rougir. Le vin rouge doit se boire à température ambiante.
Non. Alors, il y a le terme chambré qu'on utilise pour le vin rouge. Faut remettre dans le contexte, chambré, c'est plutôt frais, en fait. Ouais. Oui, Parce parce que qu'on parle peut-être d'une époque où il faisait 18 degrés dans les pièces. on se chauffait pas de la même Voilà, manière. ouais. Là, on est au coin du feu, il fait Là, il bien fait chaud, 45. voilà. Mais dans les chambres, il fait beaucoup plus froid. Ouais. C'est des pièces qui sont pas chauffées. Donc, en fait, le chambré, ça vient ça vient de cette température de chambre. Bien sûr. Et puis après, il y a différents styles de vin rouge avec des températures qui vont aussi s'adapter au style. Si on a des vins qui sont plutôt légers, avec moins de tanin, ou plus structurés, on va pas aller dans les mêmes températures. D'accord. Et puis après, c'est le goût du client aussi qui prévaut sur tout ça. Ok. C'est des questions d'habitude. Ok. Il y a des gens qui vont préférer boire les vins rouges un petit peu plus frais et d'autres qui vont préférer les laisser se réchauffer. Le mieux, c'est de servir un tout petit peu en dessous. Ouais. Et puis, voilà. Ça se Dans le réchauffe tir, vite, c'est ça se vrai. réchauffe. Surtout que souvent, les gens prennent à la main le verre. Oui, ou... alors Ouais. ça, c'est à éviter. Ça Mais oui, réchauffe. ça réchauffe d'autant plus le vin. Ouais. Le vin blanc, ça n'est pas fait pour se conserver, ça ne se garde pas. Oh, grosse erreur. Non, il y a des très grands vins blancs, des vieux millésimes de vin blanc. Je pense, puisqu'on parle des vins suisses au Chasselas, des vieux millésimes de Chasselas, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est Ouais. vraiment fabuleux. Ça peut aussi, pour ceux qui n'ont pas encore jamais eu l'occasion d'en goûter, être l'occasion des inviter à le faire. On peut pas, quand on connaît pas forcément le Chasselas, on n'imagine pas que c'est un cépage qui peut vieillir. Ouais, c'est vrai. Au contraire, c'est un cépage vraiment de garde. Et quand il est sur des terroirs comme la région de Lavaux, des Désalais, voilà, on a cette minéralité, ces amers minéraux qui vont vraiment donner de la profondeur au vin. Ils vieillissent très très bien. On part sur des arômes mielés, de cire d'abeille. C'est fabuleux, vraiment. Non, ça se garde. Oui, c'est ça, c'est surtout ça, je crois. C'est surtout la quantité. Mais on peut passer du blanc au rouge dans un repas ou même au quotidien. Pourquoi pas? Aujourd'hui, Ouais. on n'est pas forcément dans cette... voilà, faut pas rester arrêté sur derrière un blanc, faut un rouge Ouais. ou derrière le rouge, on peut pas aller sur un blanc. Il peut y avoir des blancs qui vont être plus puissants que certains rouges Ok. et vice versa. Donc on peut aller de l'un à l'autre. Le tout, c'est de trouver le bon tempo et puis avoir aussi le bon suivi. Bien sûr. Et puis la grande règle dans les accords et dans ces dégustations, ces longues dégustations, c'est que le vin qu'on vient de déguster ne doit pas nous faire regretter celui d'avant. On doit toujours Bien aller sûr. vers quelque chose de plus waouh jusqu'à... Mais après, ce qui est terrible, c'est bon, à partir du moment où on boit quand même un peu, Oui. c'est qu'on se dit des grands vins à la fin, ça fait mal quand même, une fois qu'on a bu. Faut pouvoir s'en rappeler le lendemain. C'est mieux. Mais je pense qu'on a tous eu des soirées où un peu motivés. Allez, on ressort cette bouteille. C'est ça. Puis j'ai une pépite et on sort une bouteille et le lendemain, Oh on se non, dit, ah non, j'ai ouvert ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? les caves devraient se fermer dans ces moments-là, qu'on puisse pas sortir les grandes Oui, bouteilles, il faut les cacher ces bouteilles-là, mais vraiment bien. comme le téléphone. Qu'est-ce que c'est être conseiller en vin, justement? C'est tout connaître du vin, de tout ce que tu as justement dans ton cellier. Raconte-nous, c'est quoi ton métier? Mon métier, pour moi, c'est arriver à cerner la personnalité d'un client, de pouvoir lui offrir le vin qu'il recherche, soit par la dégustation, soit en parlant avec lui, d'être sûr qu'il reparte avec la bouteille qu'il avait vraiment envie, tout en respectant ses désirs. Faire des accords mets et vins aussi, ça c'est quelque chose qu'on s'éclate beaucoup. Là, justement, le mois de décembre, on est plein d'accords mets et vins qui sont super agréables. Les gens arrivent avec leur repas, leur menu, et puis on essaie de trouver à chaque plat sa bouteille de vin. Et justement, tu disais d'observer le client. Est-ce que toi, avec l'expérience, tu sais quand quelqu'un rentre, tu sais ce qu'il va boire? Tu sais ce qu'il veut ou pas? Non, Non? non. Il faut parler avec lui, il faut essayer. Il y a un côté un peu psychologique, en fait, dans la vente, ça, c'est pas nouveau, mais disons que dans le vin, encore plus. Et c'est vrai que nous, on a l'avantage de pouvoir faire déguster aussi des vins en magasin, donc on essaie de faire déguster 2-3 vins. Ça apprend à cerner la personne parce qu'on a beaucoup de gens, des fois aussi, qui sont un peu timides. Ils osent pas, ils disent qu'ils ont pas les bons mots. Alors, il y a pas de mauvais mots, il y a pas de justes mots. Ils ont peur de pas avoir les bons termes, donc ils disent rien. Ouais, exactement. Et puis, moi, on essaie surtout, de les rassurer. Le vin, c'est quelque chose qui est banal, enfin, pas qui est banal, mais quelque chose qui est simple, en fait. Il faut garder simple, c'est un produit simple à la base. Donc, il faut pouvoir vendre de la simplicité. Il y a du choix. Et est-ce que malgré ce choix, tu observes une tendance en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine un peu plus particulièrement ces derniers temps chez les clients? Les clients sont toujours à la recherche d'un vin avec un bon rapport qualité-prix. On remarque ça beaucoup là ces derniers temps, et des vins aussi qui soient prêts à boire, puisque on remarque de plus en plus que les clients ont de moins en moins de stockage à la maison. Donc ils cherchent aussi des vins qui soient prêts à boire, faciles. Maintenant, moi, j'ai une question par rapport
T'en parlais tout à l'heure, de plus en plus, les gens, c'est vrai, n'ont pas de quoi stocker beaucoup de vin, ou en tout cas n'ont pas de grande cave, mais j'en fais partie. On peut s'acheter des petites caves à vin où on veut se constituer, voilà, de quoi avoir à boire, peut-être pour maintenant, mais aussi laisser vieillir, laisser attendre un petit peu pour plus tard. Comment on fait, pour se constituer une cave sans se ruiner? Est-ce Bah, qu'il y a des petits conseils? oui, je pense Oui. qu'il faut, déjà, il faut essayer de se connaître et puis de connaître ce qu'on aime, déjà sur la base, de définir un budget, il est clair pour l'ensemble de la cave et après on définit des bouteilles qui sont entre guillemets «de tous les jours», des bouteilles faciles à boire et des bouteilles à faire vieillir. Est-ce que, je peux te suivre dans la cave, avec la caméra, hein, pour ceux qui nous regardent? Parce que je le rappelle que, ce podcast, il est aussi, disponible en vidéo sur YouTube. Est-ce que je peux te suivre pour que tu nous montres, éventuellement quelques vins qui pourraient rejoindre une cave, pas à consommer tout de suite? Ouais, avec plaisir, ouais. Super, alors je te suis? Allez. Allez. Alors David, je te suis donc, caméra à la main pour que tu me fasses une petite sélection de vins à mettre en cave. On commence par la Suisse. On va commencer par la Suisse, on va commencer par un sauvignon blanc en fait du Tessin. Donc on est, donc vous voyez là, une belle bouteille, donc de chez Brivio. Donc là, on va être sur un sauvignon blanc qui est assez typique, avec ses notes un peu agrumes, assez florales, une belle structure. On est sur un vin qui peut servir autant à l'apéritif que pour le repas. Là, on est à 24 francs 80. 24 Donc là, vous voyez, on est sur millésime 2022. Donc c'est autant quelque chose qui va pouvoir se boire et qu'on peut aussi laisser vieillir. Alors c'est clair que c'est pas un potentiel de 20 ans, mais il peut encore aller 5-6 ans sans problème, hein. Ça, c'est un vin qui est vraiment très agréable et puis les vins blancs du Tessin ne sont pas assez connus, donc c'est quelque chose qui mérite d'être dégusté. Après on voyage un peu, hein? Voilà. En tarot du coup? Du coup, on va partir en Californie. Le vin s'appelle le 689, où là, on est sur un assemblage en fait de 4 cépages, donc le Zinfandel, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et la Syrah. Là, on est à 28 francs et là, on est sur un vin qui représente tout à fait les vins, américains sur ce côté très fruité, avec du caractère, un vin qui est très agréable, qui est pas non qui est complexe, mais en même temps qui est facile à boire. Un vin qui va se marier avec plein de choses, je veux dire que ce soit de la viande, un plat de charcuterie, du fromage et puis, c'est des vins qui sont toujours, sympas à déguster. Et alors, ça c'est un vin à déguster maintenant ou? Alors celui-ci, on peut le déguster maintenant, 2021, ça tient encore 10 ans, il y a pas de problème. Ensuite, on va aller, sur, l'Italie, hein. OK. On rentre au pays presque? Donc là, du coup, on va partir sur un assemblage. Donc, tout le monde connaît en général le Primitivo, mais là, il est assemblé en fait avec, Nero di Troia qui est un autre cépage, traditionnel des Pouilles, où là, on est en millésime 2021. Donc là, lui, en ce moment, il est en promotion chez nous à 16,50 au lieu de 22. Donc là, on va avoir toute la typicité du Prutimo, donc c'est vraiment cette corbeille de fruits noirs, cette structure et le Nero di Troia va amener un côté un peu plus sous-bois, un peu plus sauvage. Donc là, c'est un très bon vin à moins de 20 francs qui est très agréable, parfait, avec toute la cuisine italienne évidemment, hein, mais qu'on peut aussi laisser vieillir. Alors là, celui-ci pourrait vieillir, je dirais encore, 7 ans. Ouais. Donc ensuite, on va partir sur une région, d'Espagne qui est un peu moins connue pour ses vins rouges. On va partir en fait dans la région de Galice, donc avec le cépage Mencia, donc un cépage qui est juste là, qui est un cépage qui est un peu moins connu. Là, on est sur une bouteille en fait à 16,50, donc aussi en 2021. Un vin qui est ni trop léger ni trop corsé, plutôt, vraiment dans l'entre-deux, assez gourmand. Du fait de sa proximité, en fait, avec, l'océan, on va avoir une belle fraîcheur sur la fin de bouche. Donc ça, c'est un vin qu'on a toujours plaisir à faire déguster à l'aveugle à nos clients parce que du coup, ils ne s'attendent pas du tout à un vin comme ça, surtout dans cette région-là. Là, pareil, un vin, je dirais celui-ci, 7-8 ans, en fait, on peut encore faire vieillir et vraiment une belle découverte. Ça, c'est un joli coup de cœur, hein. Ah, c'est une jolie bouteille. Ouais, exactement, Donc là, on a fait Espagne, Italie, Californie et Suisse. exactement et puis après, donc on va terminer par la France. De quoi faire déjà une belle cave. Exactement. Là, on va partir sur un vin qui s'appelle Les Brunes. Donc en fait, Les Brunes, si on regarde, c'est un vin qui est classé en fait 20 pays de l'Hérault, donc on est dans la région de Montpellier. Ce qui est intéressant avec ce vin, c'est que le viticulteur en fait est parti de Bordeaux pour s'implanter à Montpellier D'accord. et il a planté du Cabernet Sauvignon.
Donc, le Cabernet Sauvignon, ils n'ont pas partie des appellations forcément du Sud. C'est pour ça qu'il est classé dans le pays de l'Hérault. Et là, vous êtes sur un super assemblage en fait de Cabernet Sauvignon, de Syrah et de Mourvèdre. Donc là, on est à un vin 2022. Donc là, c'est clairement un vin qu'on peut boire. Alors, on peut boire maintenant, on l'a encore dégusté nous ce week-end. Mais là, il y a un potentiel de 10 à 15 ans sans problème. Un vin qui aura de la structure, la rondeur du Cabernet. Et puis le Mourvèdre qui a un cépage un petit peu plus, ce terroir un peu plus animal qui va venir soutenir l'arrière. Et là, 10 ans, 10 à 15 ans. Ouais. Ça, c'est un vin à 40 Il est un francs, peu quoi. plus cher, il est à 39,8. Ouais. Superbe. Donc, on peut se faire une cave avec le temps, gentiment, sans forcément se ruiner et dépenser. Exactement. C'est l'heure de la Goutte Podcast.